informative sur le bien-être et l'épanouissement en santé mentale des personnes noires LGBTQIA+, sous le prisme du savoir-faire africain. Merci de nous joindre pour la troisième capsule. Aujourd'hui, on va aborder le thème de l'autonomisation des personnes noires LGBTQIA+. Finalement, j'ai le plaisir de vous présenter Laurent Francis Ngumu, titulaire de 2 maîtrises, l'une d'elles en travail social et droits humains de l'Université des sciences appliquées Alice Salomon de Berlin. Sa thèse a porté sur les droits et la réglementation des demandeurs d'asile dans le contexte de l'Union européenne en forme d'études comparatives des homosexuels camerounais en Allemagne et en Belgique. Présentement, elle fait son doctorat en travail social avec une majeure en sciences politiques à l'Université de Laval au Québec. Je viens juste de réaliser, est-ce qu'on enregistre? Non, pas encore. Ah oui, ça se fait. Parfait, merci. Une belle équipe qui me soutient. Un de ses intérêts de recherche parmi plusieurs inclut le racisme systémique, les barrières psychosociales vécues par les minorités sexuelles afro-caribéennes dans leur pays d'origine et dans leur pays d'accueil, juste pour en nommer. Laurent Francis appartient à la communauté LGBTQIA+, et à une identité de genre non binaire, donc YEL accepte qu'on utilise les pronoms il, elle ou YEL. Merci Laurent Francis d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je te donne la parole. Bon, merci déjà à l'équipe de Franco-Cure, à l'équipe de la ville de Toronto, au ministère de l'Immigration. Merci aussi à toutes les personnes qui ont pris de leur temps, de leur disponibilité pour venir écouter cette capsule d'éveil qui participe à résoudre certains problèmes de santé mentale par le dialogue, par la communication orale selon l'Afrique. Et pour entrer dans le bain, il est important de faire appel toujours comme en Afrique, de faire appel aux gens qui nous ont précédés, de faire appel à des personnes, de faire appel à la méditation pour entrer vraiment dans l'explication. Cet après-midi, nous allons suivre Chocholoza, qui vient du Zoulou, qui veut dire appeler le Père, appeler le Dieu, appeler les gens qui sont au-delà pour venir nous aider dans cette guérison, dans cette concertation. Je vous appelle à méditer pour quelques instants. L'auteur de cette version est le Soweto Gospel Choir. Le Soweto Gospel Choir, c'est une chorale sud-africaine située au Soweto. Le Soweto, c'est au cœur de la ville de Soweto, en Afrique du Sud. Vraiment, nous rentrons dans nos racines. Merci. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes les personnes qui ont bien voulu nous accompagner dans cette méditation, dans cette réflexion cet après-midi. Et aussi, merci aussi surtout à l'organisme Franco-Cure qui a accepté aussi ouvrir ce pan de réflexion pendant ces 4 capsules. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autonomisation des personnes noires LGBTQIA+. Qu'est-ce que l'autonomisation d'abord? L'autonomisation, si on définit l'autonomisation de manière concrète, les anglophones parlent de empowerment, les francophones parlent de autonomisation. Ça veut dire cette capacité-là, cette capacité à être dépendant soi-même, cette capacité, autrement dit, à s'autogérer soi-même, à être soi-même, ne pas dépendre des gens. Donc, je pense que lorsque nous arrivons dans des pays d'accueil, lorsque nous arrivons, par exemple, ici au Canada, en tant que réfugiés, en tant que demandeurs d'asile, en tant que personnes immigrantes, les organismes nous aident souvent. Le rôle des organismes au travers du gouvernement est souvent de nous aider à mieux nous intégrer. Et le but de cette intégration, c'est de souvent à la fin nous rendre autonomes. Ça veut dire avoir la capacité de s'auto-gérer au fait. C'est ça le but. Ça veut dire que si on parle du processus de naissance, ça veut dire qu'un enfant
un enfant naît, grandit et devient indépendant à 18 ans. Donc, ça veut dire à 18 ans, on suppose que les parents l'ont suffisamment déjà tout appris. Donc, il a la capacité de voler ses propres ailes, mais parce qu'il aura tout appris. C'est à peu près ça si on définit de manière, de manière ramassée qu'est-ce que l'autonomisation. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'autonomisation des personnes non LGBTQ, apprendre à devenir autonome en allant au-delà de ses peurs, accéder à l'indépendance financière en décrochant un emploi et ne plus dépendre des tierces personnes. Donc, c'est la thématique d'aujourd'hui. Elle est importante parce que nous vivons, il faut le rappeler, nous vivons dans une société capitaliste et aussi parce que beaucoup de personnes demandeurs d'asile nouvellement arrivées ont beaucoup de peur parce qu'on arrive, on trouve un pays déjà construit, tout va à 100 à l'heure. Ça veut dire que la machine va tellement vite, tout va vite, tout va vite et cela nous apporte une certaine peur, au fait. On développe certaines peurs, on a peur d'affronter cette réalité-là parce que tout est parfait. Et sur le marché de l'emploi, il y a la compétitivité, la manière d'être même, il y a un modèle de société. Ça veut dire que on va avoir au sein des publicités, malgré qu'on parle, il n'y a pas de discrimination, mais on verra que la société a développé des modèles de personnes même. Tout ça fait avoir peur. On se demande, on a peur d'être seul, d'être livré seul face à cette société, face à cet environnement. Donc, c'est ça qui est important parce que aujourd'hui, l'autonomisation, c'est vraiment important aujourd'hui de parler de l'autonomisation parce que à travers l'autonomisation, c'est l'autonomisation qui nous permet de nous exprimer, d'être libre, de ne plus avoir peur. Parce que quand on a, par exemple, ces capacités financières, on sait comment le pays, ça marche dans le pays, on n'a plus peur. Quand on a eu les bases, lorsqu'on a eu des bases solides, lorsqu'on a eu des bons conseils, lorsqu'on a été bien accueilli et bien conseillé, donc on est suffisamment mûr, on est suffisamment apte à affronter la vie. Mais lorsqu'on n'a pas été suffisamment euh, euh, conseillé, bien outillé, il est difficile d'être autonome dans une société capitaliste. Donc, c'est important à la base déjà d'apprendre aux gens qu'est-ce que l'autonomie dans une société capitaliste. Parce qu'il faut le rappeler ici qu'on a fait des personnes noires, des personnes qui sont noires, elles sont immigrantes. Donc, on a déjà cette double stigmatisation, au fait. Si le fédéral aujourd'hui reconnaît le racisme systémique, donc ça veut dire que, et en plus, on a affaire à des personnes LGBT, on a affaire à des personnes immigrantes, on a affaire à des personnes noires. Donc, il y a trois niveaux de stigmatisation qu'il faut surmonter ici, là. Ça veut dire qu'il vous aurait plus de travail à fournir que les autres personnes. Est-ce qu'on peut partir au diapo suivant? Merci. Les objectifs de l'apprentissage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, concrètement aux autres capsules, on va essayer de respecter le temps qui nous est imparti et pour vous donner aussi le temps de poser vos questions suffisamment. J'ai remarqué pendant les 12 autres cellules, c'est les gens posaient des questions, mais pas assez. Il faut comprendre que lorsque je fais cet enseignement, c'est pour vous, c'est pour comprendre vos besoins. Vous avez le devoir, c'est, vous avez le devoir de poser des questions lorsque vous ne comprenez pas. Si vous avez des inquiétudes, il faut poser des questions. Parce que l'important à la fin, à la finalité, c'est que mentalement, vous vous sentez fort et que vous quittez certaines de vos peurs. On ne va pas guérir tous vos peurs aujourd'hui, mais au moins, c'est une réponse à vos peurs. Vous aurez des réponses à certaines de vos peurs et vous pourrez vous débarrasser de ces peurs-là et dire, OK, voici ce que je vais faire, voici ce qu'on me demande de faire pour mieux être autonome. Parce que le but de cet apprentissage est de vous donner les outils. Donc, ça veut dire de vous donner les moyens, les éléments nécessaires pour être fort moralement et mentalement pour mieux affronter le contexte, les contextes dans lesquels nous nous retrouvons ici au Canada, plus particulièrement dans la ville de Toronto et partout ailleurs pour ceux qui viennent d'ailleurs. Comme premier objectif, on va parler de permettre aux personnes noires
LGBTQ de développer leurs capacités. Permettre aux personnes noires LGBTQ de développer leurs capacités. Pourquoi est-ce que ce premier objectif est important? Moi, je dis en sciences sociales, en psychologie, en travail social, il est toujours démontré que chaque être humain naît avec certaines capacités par rapport à d'autres. Ça veut dire que si moi, je m'appelle Laurent aujourd'hui, ça veut dire que lorsque je nais, j'ai développé certaines capacités par rapport, par exemple, à mon frère. Mon frère, il aime, par exemple, jouer de la guitare. Moi, je ne sais pas jouer de la guitare. Mais en termes de musique, moi, je sais peut-être chanter. Ça veut dire que il y a certaines capacités qui ont été, je ne sais pas, et pourtant nous sommes nés d'un même père, d'une même mère. Cela voudrait dire aussi que on peut être réfugié pour venir à l'État, on peut être réfugié, demandeur d'asile, mais on n'a pas les mêmes capacités. Ça veut dire que on n'a pas eu la même formation dans nos pays d'origine à la base. On se dit que beaucoup ont fait beaucoup parce qu'il est important de relever aussi que beaucoup des réfugiés aujourd'hui arrivent déjà avec des backgrounds très élevés. Certains des niveaux secondaires, c'est un des niveaux de l'université, baccalauréat, bachelor degree, certains des masters lorsqu'ils arrivent en tant que demandeurs d'asile dans ces pays aujourd'hui. C'est plus comme à l'époque, à une certaine époque, jusqu'aux années 90, jusqu'aux années 90 où les demandeurs d'asile arrivaient avec des niveaux inférieurs. Aujourd'hui, on a affaire à d'autres catégories de demandeurs d'asile. C'est vrai, cette catégorie existe encore, mais on a affaire à d'autres catégories de demandeurs d'asile où on a des gens qui ont des bacs plus 3, des bacs plus 5, des masters. Donc, on a affaire à des intellectuels. Et généralement, lorsque ces gens arrivent dans des pays d'accueil, on semble souvent banaliser les connaissances qu'ils ont acquises. On semble souvent banaliser les capacités qu'ils ont eues, au fait. On semble souvent banaliser leur histoire. Donc, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire, au fait. Parce que il y a ce paternalisme-là. C'est vrai, il faut les protéger, il faut les indiquer des choses. Il y a ce côté-là où on semble les infantiliser parce qu'il est important, tel que j'ai appris à l'école de travail social ici au Canada et en Allemagne, il faut avoir la capacité, lorsque vous causez avec un demandeur d'asile, de lui montrer d'abord qu'il est un être humain et qu'il a des compétences. Mais lorsque vous lui montrez qu'il n'a pas de compétences, beaucoup ne le disent pas, mais la manière de faire montre souvent que c'est comme si on balayait leurs compétences. Parfois, certains ne les demandent même jamais. Tu as quel niveau? Tu t'exprimes en français ou bien tu t'exprimes en anglais? Tu as fréquenté dans ton pays d'origine jusqu'à quel niveau, au fait? Non, au contraire, on les prend comme des gens qui ne sont jamais allés à l'école ou bien alors des gens qui ne connaissent rien de la vie. Vous savez, lorsque vous prenez un être humain, vous banalisez ce qu'il a été, sa formation, et tout son passé, cela devient souvent très difficile au fait. Donc, comme premier outil que je conseillerais, par exemple, à Franco-Cueur et avec d'autres organismes qui sont là aujourd'hui en présence, comme premier outil, il est important de se renseigner sur le parcours de la personne, son parcours académique, son parcours familial. Il est important de reconnaître son parcours professionnel Il est important d'ouvrir cette page-là. C'est vraiment important parce que lorsque vous montrez à la personne que vous intéressez à ce qu'il a fait sur le plan professionnel, sur le plan académique et ce qu'il a vécu dans son pays d'origine, c'est une manière-là de faire les liens avec les capacités que la personne a, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que on oublie de valoriser les capacités professionnelles, les capacités, les acquis enterrés et des personnes et lorsqu'on banalise ces capacités-là, la personne est un peu perdue. La personne est un peu perdue. Certains se retrouvent souvent à aller dire, OK, lorsque tu arrives ici,
Lorsque tu arrives ici au Canada, voici, on va te demander de devenir nurse. Ou bien ici, comme ici à Québec, on parle de préposés aux bénéficiaires. Ou bien on va te dire des jobs plus faciles. Tu peux travailler dans un McDo. Pas que ces jobs-là ne sont pas, pas que ces jobs-là ne sont pas louables. Ce sont des jobs nobles. Mais, mais il faut prendre la peine de demander à la personne. Beaucoup d'organismes ne le font pas. Les études ont relevé que beaucoup d'organismes ne le font pas. Il faut vraiment montrer, faire des séances même pour montrer aux gens que les capacités qu'ils ont eues, tout ce qu'ils ont appris dans leur pays d'origine, tout ce qu'ils ont eu comme background n'est pas à rejeter, n'est pas à rejeter. Au contraire, c'est à valoriser. Et maintenant, dire aux gens que, OK, comme tu as fait ce parcours ici, dans ton pays d'origine, voici, voici ce qu'on te propose ici, là. Mais lorsqu'on propose, lorsque les organismes doivent proposer, par exemple, des professions, par exemple, le travail, il faut aussi, j'oublie souvent de dire aux gens, il y a des services qui sont au niveau du ministère de l'Immigration, au niveau des services que le ministère de l'Immigration a accrédités, tels que WES, tels que ICAAC, ICASS. Ce sont des services qui sont chargés de faire les équivalences des diplômes. Comme par exemple, moi, je suis arrivé avec deux masters. Lorsque j'ai fait mes équivalences de diplômes, on m'a donné niveau maîtrise plus un. Mais au niveau baccalauréat, on m'a dit le baccalauréat que j'ai fait équivaut à 4 années de baccalauréat. Donc, ça veut dire que lorsque mon employeur me demande ça, je lui envoie mes équivalences. Beaucoup d'organismes oublient souvent de dire qu'il y a ce service d'équivalence-là qui permet de juger ton niveau au niveau du Canada. Et là, ça permet de voir ton véritable niveau, en fait. Et là, maintenant, ça permet aussi de te canaliser, de développer tes capacités. Pourquoi est-ce que développer ces capacités est important ici, là? Vous savez, beaucoup de personnes vivent souvent, arrivent, ils s'intègrent dans un pays, mais lorsqu'ils sont mal conseillés dans un départ, c'est souvent un peu très difficile. Les études, le Statistique Canada, les études ont démontré que beaucoup de personnes, vous allez voir, beaucoup de personnes vont vivre avec un salaire je prends par exemple dans la ville de Toronto, vous vivez avec un salaire de 1600 dollars pour une personne noire, une personne, elle est LGBT, elle est noire, elle avait un salaire de 1600 dollars. Ça veut dire qu'un salaire de 1600 dollars, tu payes la maison à 1200 dollars. Tu payes la maison à 1200 dollars et tu te retrouves avec 400 dollars. Donc, ça veut dire que ça, c'est pas un grave. Ça, c'est si on t'a conseillé à la base et qu'à la base, la formation que tu as fait et le travail que tu as eu te permettent d'avoir 1600 dollars, cela ne pourra pas te permettre de t'épanouir. Au contraire, vous allez vivre dans un stress psychologique. Parce que, pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis pourquoi? Parce que il faut qu'on dise aux gens la vérité lorsqu'ils arrivent. Nous sommes dans un pays très capitaliste. Ça veut dire que si tu as 1600 dollars de salaire, tu payes ta maison à 1200, il va te rester 400 dollars. Donc, ça veut dire que chaque mois, dès que tu payes ta maison, tu n'as plus rien avec quoi tu vas vivre, au fait. Donc, ça veut dire que lorsque vous arrivez ici au pays, si par exemple, dans l'organisme dans lequel vous avez été bénévole, vous avez été euh, comme client dans cet organisme, là, soit été mal conseillé au départ, par exemple, vous pouvez faire des formations de haut niveau, vous pouvez faire quelque chose qui va vous rapporter plus que ça. Mais si vous vivez, par exemple, avec un salaire dans une ville de Toronto comme 1600 dollars, vous allez vivre sous le seuil de la pauvreté et je vous dis, ça va vous apporter du stress toute la vie, au fait. On conseille généralement aux gens de chercher le travail qui va vous couvrir, qui va vous permettre même de payer 2 mois de salaire, au fait. Ça veut dire que si ma maison coûte 1200 dollars, je prends par exemple, si ma maison coûte 1200 dollars, je dois avoir un salaire qui va être 2 fois, qui va me permettre de payer ma maison 2 fois plus. Au moins, ça veut dire que quand je vais payer ma maison, je pourrai encore payer ça 2 mois de plus. Je pourrai encore payer ça 1 mois de plus et rester avec un peu d'argent. Ça va me permettre de respirer, de faire des projets.
Mais si vous avez un salaire qui vous permet juste de payer la maison, après vous n'avez plus rien, c'est souvent, ça souvent difficile. Est-ce qu'on peut revenir sur les objectifs, s'il vous plaît? Ah, ok, merci. Vous êtes nouveau dans le monde. Merci beaucoup. Au niveau des objectifs. Donc, c'est permettre aux personnes noires de développer leurs capacités. Le rôle de l'organisme qui vous accueille dans le pays d'accueil n'a pas pour rôle de vous diminuer, de vous dire que, de vous rabaisser, de vous dire que non, allez travailler là-bas. Je sais que beaucoup de personnes ont la crainte. Il y a cette peur-là. Les études ont montré que beaucoup de personnes demandeurs d'asile qui arrivent ont souvent peur. Ils se disent que non, s'ils vont dire réellement, s'ils disent réellement ce qu'ils vont faire, on va le trouver ambitieux. Mais non, le Canada, c'est un pays de rêves. C'est un pays où tous les rêves sont permis. Si vous sentez que vous avez la capacité de devenir ingénieur, mathématicien et que vous voulez continuer vos études en mathématiques, alors l'organisme doit vous aider à aller vers ce chemin de formation-là. Et il y a des tests à faire dans des universités. On peut juger vos diplômes. Il y a des tests à faire. Si vous réussissez vos tests, faites ce que vous voulez faire. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est un problème vraiment important et psychologique qui est souvent, que vivent beaucoup des demandeurs d'asile au fait. Parce qu'ils ont peur de dire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils se disent que dans les organismes communautaires, il y a cet esprit-là qui règne souvent. On n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez d'argent, on vous donne juste le juste nécessaire. C'est souvent les messages qu'on envoie en fait. Vous ne pouvez pas, moi j'ai dit, vous ne pouvez pas demander les bien-être social des gens, mais les envoyer un message que on n'a pas toutes les capacités à faire et vous n'êtes pas permis de rêver en grand en fait. Moi j'ai dit, si la personne est partie de son pays d'origine pour ici, parce que le Canada a ratifié la Convention de Genève de 51 et son protocole 67. Lorsqu'on regarde la Convention de Genève de 61, de 51 et son protocole 67, il est écrit qu'en tant que demandeur d'asile, le pays d'accueil a le droit de vous donner accès à l'éducation, accès à la protection, de connaître vos droits, d'avoir accès au marché de l'emploi. Mais certains pays ont ratifié cette convention de Genève-là et aussi la Charte des Nations Unies sur les droits de l'homme et sur des réfugiés. Certains pays oublient souvent que ce n'est que les gens, lorsqu'ils arrivent, l'accès à l'éducation. Ils oublient souvent, ils oublient souvent cette phase-là, le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, lorsqu'on ancre le texte des Nations Unies, lorsqu'on ancre la Convention de Genève de 51 et son protocole 67, on verra donc que c'est cette partie-là qui dit que lorsqu'une personne a des capacités, il faut laisser l'éducation parce que c'est l'éducation qui ouvre au marché de l'emploi. Mais il faut arrêter aussi que les réfugiés ne sont pas venus faire des métiers à rabais. Il faut enlever cet esprit-là parce qu'on a tendance à dire on va voir les chemins, on va voir les publicités. Oui, tel est nurse, tel balaye le sol. Oui, ce sont des bons métiers, mais il faut permettre à la personne demandeur d'asile de rêver, de faire ce qu'elle peut faire, de développer ses capacités. Donc, c'est vraiment important parce qu'il y a ces peurs-là qui existent au niveau des demandeurs d'asile. Les personnes demandeurs d'asile aujourd'hui qui suivent cette capsule doivent comprendre que si elles ont des capacités où elles se sentent à l'aise, elles ont le droit de dire, j'aimerais faire ceci. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils pour cheminer parce que je me sens à l'aise à faire ceci? Parce que ça ne sert à rien de faire un métier, de choisir un métier à la base. Ici, le temps, c'est de l'argent. Tout va tellement vite que si vous choisissez quelque chose de faux à la base, vous choisissez quelque chose que vous ne vous sentez pas à l'aise à la base, ça ne peut pas marcher. Cela voudrait dire qu'il faut choisir une formation, un métier que vous aimez et que vous êtes sûr de le faire, en fait, et que vous avez la capacité de le faire. Si vous choisissez un métier que vous n'aimez pas, parce que par suivisme, parce que tu as vu l'autre choisir, parce qu'on t'a dit, parce que tu as vu que non, c'est le métier qui donne facilement à l'emploi, mais à la fin, je vous assure qu'on ne va pas vous garder longtemps dans ces métiers-là. Beaucoup de demandeurs d'asile arrivent, ils ne restent pas longtemps dans les métiers.
ils changent de métier après 3 mois, après 2 mois. On se dit que pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à s'intégrer à trouver un métier? Justement parce qu'on ne lui a pas demandé quelles sont ses capacités, qu'est-ce qu'il aimerait faire, est-ce qu'il se sent à l'aise dans ce métier-là, est-ce qu'il se sent en harmonie avec ce métier-là. Et aussi parce qu'on a pris la personne en rabais. Donc, je pense que euh, cette première partie-là est vraiment importante. Si vous avez des questions, à la fin, vous allez poser des questions sur cette partie-là. Et maintenant, deuxième partie, la mise sur site d'initiatives viables qui aideront les participants à devenir autonomes. Ça veut dire que quoi? Les organismes tels que Franco-QR, voici ce que l'organisme doit faire. L'organisme doit mettre des initiatives viables qui aideront les participants à devenir autonomes. Des initiatives viables. Cela ne voudrait pas dire que les organismes devraient éviter de dire oui, on connaît un centre on connaît une formation là, on t'envoie juste un numéro par Internet, vous partez au fait. Non, on vous envoie un numéro par Internet, on a cherché une formation sur Internet, on dit, ah, c'est sur le centre-ville de Toronto, ben, vous partez là-bas, il faut partir. L'organisme ne connaît même pas qui est là-bas, qui dirige ce centre d'études-là, qui dirige cela en fait. En études comparatives, je demande que, comme outil, les organismes doivent avoir des partenariats avec des écoles, avec certaines écoles, avec certaines entreprises déjà. Parce que le but de l'organisme ici est d'accompagner les personnes à s'intégrer dans la société d'accueil. Le but de l'organisme est de tenir la personne par la main pour qu'elle s'intègre et pour qu'elle devienne autonome et elle s'épanouisse dans ce qu'elles sont. Ça veut dire que quoi? En études comparatives, si je prends avec les organismes en Norvège, au Danemark, aux Pays-Bas et en Allemagne, on va avoir beaucoup d'organismes qui aujourd'hui qui travaillent avec les immigrants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont signé des partenariats avec les écoles de langue. Parce qu'on sait que quand tu es dans un pays, ich sprich Deutsch, du musst sprich Deutsch, tu dois parler allemand, par exemple, comme en Allemagne, tu dois parler norvégien. Donc, il y a des écoles de 6 mois de langue. Ils ont signé des partenariats. Ça veut dire que ces écoles-là connaissent que ces personnes ont vécu des problématiques dans leur pays. Ils ont souffert, ils ont été stigmatisés. Ces personnes savent que, ces écoles-là savent que ces personnes ont besoin de plus d'attention concrètement aux autres. Mais qu'est-ce que les organismes font souvent? On vous mélange avec des gens qui sont venus de manière économique avec leur argent, qui n'ont pas. Et dans les classes là, le professeur donne cours d'anglais, il parle rapidement, il fait tout rapidement. Il ne tient pas compte que ces personnes sont des personnes fragiles. Si on se tient aux Nations Unies, à la Charte des Nations Unies sur les réfugiés, si on se tient par exemple à la jurisprudence de l'Union européenne, la Charte européenne sur les droits de l'immigration, si on se tient à la Convention de Genève qui a été signée par le Canada, on voit qu'on définit ces personnes comme des personnes vulnérables. Qu'est-ce qu'une personne vulnérable? Cela veut dire que la personne, elle a peur, elle a des problèmes psychologiques par rapport à son passé, par rapport à ce qu'elle a vécu. Elle porte un bagage, cette personne est fragile. Cela voudrait dire que les écoles que vous signez des partenariats avec doivent connaître toute cette problématique-là et doivent avoir des enseignants spécialisés pour les aider à comprendre et aller à leur rythme au fait. Vous ne pouvez pas aller demander à une personne qui a souffert, qui a été persécutée dans son pays, d'aller au même rythme qu'une personne qui est normale, qui soit arrivée, qui est venue, qui a un compte rempli, qui a tout. On peut être noir, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Il y a cette intersectionnalité-là, dont les noirs qui sont arrivés de manière économique, qui sont arrivés avec leur argent, vers ça, les personnes noires qui sont arrivées comme demandeurs d'asile. Ça veut dire que les organismes doivent signer des partenariats. Donc, initiatives viables qui aideront, voilà une initiative, signer des partenariats avec les écoles de langue, parce qu'on sait que pour s'intégrer dans un pays, il faut maîtriser la langue du pays. Et si la personne, par exemple, dans son pays, a fait ses études supérieures en français, peut-être, parce que le Canada, c'est un pays bilingue, au fait, on peut travailler en français, en anglais, aider ces personnes à aller quelque part, là où il peut développer ce qu'il connaissait déjà comme dans son background en termes de langue. Et informer les gens de ces écoles. Comment sont ces personnes? Comment les tenir? Comment savoir les tenir? Ça, c'est ce qu'on appelle en travail social, en travail psychosocial, tenir la main des gens, aider les gens à s'intégrer. Mais lorsqu'on laisse les gens dans la jungle, les gens ont peur.
les gens ont peur, même ils ne peuvent même pas réussir. Si vous les envoyez dans un cours de langue, il ne va rien étudier parce qu'on les a laissés à eux-mêmes. C'est ça le problème. On laisse trop les gens à eux-mêmes. On ne se soucie pas de ce que les gens vivent comme traumatisme. Ils sont encore hantés par ce qu'ils ont vécu depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Cela voudrait dire que signer des partenariats, initiatives, signer des partenariats avec des cours de langue, signer des partenariats avec certaines écoles professionnelles. Moi, j'ai vu à Berlin, beaucoup de gays aimaient beaucoup la couture qui était interdite dans leur pays. Beaucoup sont lancés dans la mode, au fait. Beaucoup sont lancés dans le design. Pour ne citer ce que c'est là, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'écoles qu'on peut signer des partenaires avec. Signer des partenariats, ça veut dire que lorsque ces personnes viennent dans ces écoles-là, le gouvernement peut les aider à payer cette formation-là. Le gouvernement peut les aider à appuyer. Ça veut dire que l'aide à l'intégration, l'aide financière à l'intégration, payer une partie de ces formations-là pour ces personnes-là, les aider à s'intégrer dans cette formation, en fait. Parce que dans ces formations-là, les écoles sont au courant que ces personnes ont vécu des persécutions, ces personnes ont été maltraitées, ces personnes ont besoin de plus d'attention par rapport aux autres. Dans leur enseignement, je vois ici à l'université là-bas, dans les universités canadiennes, on parle souvent de mesures d'accommodation. Comme ça, quand je donne cours, quand il doit y avoir des examens, certains étudiants écrivent, ou bien certains parents écrivent que mon enfant ne peut pas faire des examens avec tout le monde. Mon enfant a peur lorsqu'il voit beaucoup de monde. Ou bien mon enfant ne se sent pas bien avec le cours. Et là, maintenant, nous, en tant qu'enseignants, on donne, je vois, il reste 2 minutes, on donne des outils, on donne des mesures d'accommodation. Ça veut dire que l'enfant, là, il peut composer son examen un autre jour, il sera seul, il peut faire son examen, on va lui l'expliquer pourquoi est-ce que on va lui réexpliquer son examen à part. Donc, on va sortir des outils d'accommodation pour que l'enfant se sente à l'aise et fasse l'examen. Pourquoi on ne le ferait pas avec les organismes communautaires? Comme troisième point, comme deuxième point, comme il reste 2 minutes, je prends encore juste un peu 3 minutes, je m'excuse, Mélika. Donc, comme dans ce point-là, par exemple, on a vu que pour le deuxième point, je reviens au niveau du deuxième point, parce que c'est vraiment important. On a vu que le gouvernement fédéral, depuis 2018, lorsque une entreprise intègre des immigrants, des personnes noires, des personnes racisées, des minorités, lorsqu'une entreprise recrute ces personnes-là, le gouvernement fédéral finance ces entreprises-là et le gouvernement fédéral aide ces entreprises à baisser leurs impôts. Ça, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas. Lorsqu'on recrute une personne minoritaire, une personne racisée dans une entreprise aujourd'hui au Canada, donc le fédéral verse de l'argent à ces entreprises-là et les aide à baisser leurs impôts. Et moi, je dis, les organismes devraient aussi voir les capacités de ces personnes-là, signer des partenariats avec certaines entreprises par rapport à ça et mettre ça en exergue au fait. Parce que dans certaines entreprises, on recrute des personnes noires, racisées, LGBTQ, sous prétexte qu'on veut remplir les quotas. Non, on n'est pas là pour faire du service. Il faut recruter ces personnes parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils ont la capacité et parce qu'ils sont importants. Veillez à ce qu'on les paye les salaires nobles. Il est inadmissible même qu'en attendant ta demande d'asile, les gens font des jobs où on les paye en dessous du salaire minimum. Ça casse le moral. Pendant que leurs collègues même sont en train de balayer le sol, pendant que leurs collègues, ils sont dans un salaire de 20, 21 $, mais là même, tu fournis le même effort physique, mais parce que tu es demandeur d'asile, on te paie à 10 $ en fait. Ça doit cesser. Ça, c'est l'impact psychologique. Et beaucoup d'organismes laissent souvent, on te demande, tu travailles où? Tu donnes l'ordre, tu travailles, tu as quel salaire au fait? Il faut aller poser la question à l'employeur, pourquoi est-ce que tu payes cette personne comme ça et poursuivre ces entreprises-là qui exploitent les demandeurs d'asile? Ça doit cesser. C'est du racisme et cela apporte de l'impact psychologique sur ces personnes. Maintenant, grand 3, on va un peu revenir sur ce qu'on a un peu dit, encourager le retour à l'école et aux formations professionnelles pour obtenir un meilleur emploi pour s'épanouir. Comme je l'ai tantôt dit en haut, je reviens un peu ici en bas, un meilleur emploi pour s'épanouir. On ne cherche pas les emplois qui vont nous faire misérer ou bien vont nous faire avoir peur tous les jours. Comme je disais tout à l'heure, l'exemple que j'ai pris, que tu gagnes un salaire de 1 600 $ et que tu payes ta maison à 1 200 et que tu as 400 $, tu es incapable de te payer ce que tu aimes, tu es incapable de faire ce que tu aimes. Donc, il faut choisir un bon travail. Là, on est bien payé. Ça nous permet largement d'économiser et de vivre avec nos moyens, en fait.
Parce que être réfugié, ça ne veut pas dire que tu seras pauvre à vie. Les gens sont devenus réfugiés et des chefs d'entreprise dans certaines sociétés aujourd'hui. Donc, être demandeur d'asile, réfugié aujourd'hui, c'est aussi être une personne qui est dans la société et qui peut réussir comme tout le monde, en fait. C'est tout. Merci, Mélika, de m'avoir accordé ton temps. J'ai bouffé quelques minutes. Merci encore, l'auditoire. Non, merci à toi. C'est toujours bon de prendre le temps de clarifier puis de parler de tous tes éléments. Je sais que tu pourrais en parler encore davantage, mais merci de raccourcir un petit peu pour nous aujourd'hui. Alors, j'aimerais dire un grand merci à Laurent Francis pour avoir approfondi la conversation sur la santé mentale et de la communauté LGBTQIA+, et pour le partage de vos recherches sur le sujet. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Alors, sentez-vous libre de poser des questions ou de partager des outils qui vous ont aidé ou votre vécu. Alors, vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat. Mais j'ai beaucoup apprécié tes commentaires, Laurent Francis, sur les points essentiels comme reconnaître le parcours ou les atouts des nouveaux arrivants. Alors, on le fait chez Franco Queer. Alors, ça, c'est important parce que c'est vrai. C'est comme si tu arrives au Canada, tu as soudainement un bébé. Non, tu as vécu 25 ans ou autre dans un autre pays, tu as développé des compétences et des atouts. Alors, c'est très important cet élément-là. Merci. J'attends que quelqu'un ait une question, lève la main là. Aussi, oui, vas-y, mec. Tu peux ouvrir ton micro, s'il vous plaît. Oui. Donc, aussi, à nouveau, un merci aussi à Laurent Francis de sa présentation. Ça me remémore aussi une partie de mon parcours qui est la fois où je suis revenu au Canada pour des études. Lorsque j'avais fait donc, mes études, j'étais en Belgique, j'étais sur le point de finir ma dernière année de secondaire. Et du fait que j'avais peur aussi, comme j'étais hébergé auprès d'une famille dont j'avais un peu peur de dévoiler mon orientation sexuelle, j'avais demandé une certaine crainte de pouvoir finaliser ma dernière année secondaire auprès d'eux. Donc, je me suis dit, autant retourner au Canada tout seul et finir mes études tranquillement. Et lorsque j'ai voulu m'inscrire pour terminer mon école secondaire, j'ai déjà plus de 18 ans, donc c'était un peu l'éducation pour adultes. Parce qu'à un certain âge, si tu n'as pas fini un tel nombre de crédits, tu es automatiquement dans une éducation pour adultes. Et ils m'ont comme demandé, lorsque je les ai contactés, je ne sais plus quel institut j'avais contacté, mais ils m'ont mentionné que c'était important tout d'abord de faire des examens de classement. Et là, dans ces examens de classement, on ne m'avait pas vraiment mentionné qu'est-ce que je devais étudier, sur quoi je devais mettre à jour. C'était des examens qui portaient surtout les niveaux de secondaire et à partir de ce que je réussissais ou je ne réussissais pas. Donc, voilà, je serais classé dans un niveau. Le pire, c'est que j'étais sous-classé, donc par rapport à toutes les études que j'ai faites de mon secondaire, j'ai perdu comme 3 années. Donc, j'ai dû comme rattraper tous ces crédits-là, donc de secondaire 2, de secondaire 3, de secondaire 4, de secondaire 5, pour pouvoir compléter mon secondaire. Donc, comme j'avais déjà, disons, aucun souci. Donc, et puis, bon, ma mère m'aidait un peu financièrement, donc j'avais pas trop de problèmes pour finir assez rapidement aussi. Donc, ça, j'ai pris 2 ans pour finaliser à peu près 4 années de secondaire et à la fois, j'étais à côté, je faisais mon cégep. Donc, c'était pas mal plus ce partage de parcours que, effectivement, lorsqu'on n'a pas toutes les informations et surtout que j'ai appris plus tard durant mon école secondaire, durant mon éducation pour adultes, que j'aurais pu faire des équivalents. C'est juste qu'on ne m'a pas donné la bonne information. Donc là, il me restait seulement quelques crédits à finaliser. Je me suis dit, bon, tant pis, mais voilà. J'ai perdu un peu, beaucoup de temps, mais bon, c'est la vie. Donc, j'ai quand même poursuivi mes études malgré tout, mais comme Laurent Francis l'a mentionné, l'important, c'est ça de vraiment d'avoir ces informations-là pour connaître ses acquis, comment justement faire
avoir les bonnes ressources pour faire les équivalences de ces acquis-là aussi. Donc, c'est ça que je voulais partager. Merci beaucoup, Mike. Oui, ça, c'est un des points que beaucoup de nouveaux arrivants nous partagent, que la perte, comme le temps de temps qu'ils perdent à juste se faire requalifier ou juste ne pas savoir les options, donc ils ne peuvent pas prendre une décision informée. Alors, wow, courage d'avoir repris toutes ces études et puis à la fin, découvert que tu aurais pu en sauter. Alors, c'est vraiment, vraiment dommage, mais c'est une des raisons que maintenant IRCC essaie d'avoir des travailleurs à l'établissement pour vraiment orienter, évaluer les besoins, les compétences, les atouts de nouveaux arrivants afin de les aiguiller vers les services adéquats et de les informer davantage sur leurs options. Alors, on espère que ce temps gaspillé diminue parce que les équipes de travailleurs d'établissement deviennent de plus en plus compétents, ils ont plus de ressources et puis lentement plus de ressources en français aussi. Merci beaucoup pour le partage. Et là, tu pourras guider les autres qui viendront apprendre après toi. Alors, ce n'était pas pour rien. D'autres tours, commentaires, questions? Ah, Alain, tu lèves ta main? Vas-y, tu peux ouvrir ton micro, s'il vous plaît. Oui, merci déjà pour la présentation. Mais dans la présentation, je ne me retrouve pas trop dedans parce que déjà, en 2018, quand je suis arrivé, j'ai essayé de faire le tour de certaines universités, de certains collèges ici, si je pouvais faire une formation dans ces collèges, dans ces différents collèges. Entre autres, il y avait le collège Boréal, il y avait aussi deux autres collèges dont je ne retiens plus les noms. Et à chaque fois, on me disait toujours qu'il faut être déjà accepté avant de venir, avant de prétendre faire cette formation-là. Donc, moi, je ne sais pas si ce sont ces collèges qui ne connaissent pas la législation à ces choses-là ou peut-être ça diffère selon les provinces. Parce que moi, je suis à l'Ontario, je suis allé au collège Boréal, je dis, bon, je vais faire une formation en plomberie. On me dit qu'il faut être accepté pour faire cette formation. Mais néanmoins, il y a une formation en préposé aux soins aux personnes âgées et une autre formation aussi de gestion, c'est plus de gestion de stock, quelque chose comme ça, que ce n'était que les deux formations dont j'avais droit. Je ne pouvais pas entrer dans un collège et faire 3 années pour sortir avec un diplôme collégial en tant que demandeur d'asile. Donc, ça, c'est ma préoccupation. Donc, je ne sais pas si, si on peut me répondre par rapport à ça ou bien m'apporter des éclairages. Alain, c'est justement, merci pour votre intervention et cela me choque énormément, ça me fend le cœur. Et je suppose que dans votre pays d'origine, vous aviez fait un parcours universitaire bien secondaire bien élevé. Et normalement, on ne doit pas vous focaliser sur cette information. Non. Si on se tient au texte de la Convention de Genève de 51 pour 67 que le Canada a signé, si on se tient à la Charte des réfugiés des Nations Unies que le Canada a signé, le droit à l'éducation, on ne veut pas dire restreindre à l'éducation. Parce que ce qu'on fait, on vous restreint à cette information. Ce n'est pas le droit à l'éducation. C'est comme si vous étiez des automates, des machines, au fait. Le collège l'a mal agi, au fait, à votre égard. C'est pour cela qu'il est important que les gens fassent déjà leur équivalence pendant le processus, au fait, pendant qu'ils attendent leur statut de réfugié. Et lorsque tu as tes équivalences, là déjà, tu connais déjà que, et les organismes ont le devoir, comme outil, de vous aider à vous inscrire en fonction de votre parcours, en fonction des acquis que vous aviez déjà, en fait. On ne doit pas restreindre l'éducation aux bénéficiaires, bénéficiaires plomberie et tout et tout. Est-ce que je ne suis pas sûr que tu voulais faire la plomberie. Je ne suis pas sûr que tu voulais faire
aide aux bénéficiaires. Ce ne sont pas des métiers, à rejeter, ce sont des métiers aussi nobles, mais je ne suis pas sûr que c'est ça que vous voulez faire. Parce qu'on a accepté de t'accueillir, ça veut dire qu'on a le droit de t'aider à t'épanouir, à te développer au fait. Je suis vraiment sincèrement désolé si vous avez vécu une expérience pareille, mais je pense que vous deviez écrire au ministère de l'Immigration ou bien demander l'audience, demander au ministère de l'Immigration et le ministère qui s'en occupe pour signaler ces incidents-là, en fait. Parce que ça, c'est rabaisser l'être humain à l'animal. C'est parce que là, il y a du racisme. Là, ça veut dire que la personne ne connaît même pas les droits de cette personne-là. Ça veut dire que la personne ne connaît même pas tes droits. Elle ne connaît même pas pourquoi tu es là. Et ça veut dire que le rôle de l'organisme, c'est de les informer sur ces droits-là, en fait. Lorsqu'ils font mal, l'organisme doit les frapper juridiquement, doit aider le ministère à les frapper juridiquement ces personnes-là, en fait. Parce que tous les acteurs doivent aider les personnes à s'intégrer dans le pays d'accueil. Je suis sincèrement désolé que vous ayez vécu cette expérience-là. Juste un petit commentaire là-dessus. Alors, c'est vrai que comme demandeur d'asile, tant qu'une décision est prise, que si tu veux faire des études postsecondaires, ça serait aux frais internationaux, aux frais des étudiants internationaux internationaux. Tu n'aurais pas accès à un prêt étudiant. Alors, si par miracle, tu as les moyens et puis tu veux te les payer, ça, c'est une option, mais c'est vrai que tu n'es pas éligible pour les mêmes tarifs que les réfugiés acceptés ou les personnes qui sont déjà citoyennes et autres. Melika, excuse-moi un peu, je ne sais pas comment ça se passe parce que il y a des étudiants LGBT à qui j'ai assisté à leur procès, j'ai participé à qu'ils aient une demande d'asile, mais c'est à l'Université Laval, ils paient la scolarité comme des Québécois, pas comme des étudiants internationaux. Et elles font des classes de maîtrise ici, de baccalauréat. J'ai 3 étudiants réfugiés qui font des études ici à l'Université Laval et elles payent des études comme les Québécois, en fait, pas comme nous, les étudiants internationaux. Parce que moi, étant étudiant international, je paye mon étude 3 fois plus cher, en fait. Le Canada le permet. Le problème, c'est qu'à un moment donné, la personne réfugiée, elle-même ne connaissait pas, en fait. Il a fallu que j'écrive à l'administration. Il a fallu qu'on bouscule fort à l'administration pour faire connaître ses droits, en fait. Alors, je sais qu'il y a des ententes entre la France et le Québec pour les frais, mais peut-être par province, mais je sais qu'en général, en Ontario, si tu n'es pas encore accepté, tu n'as pas accès aux mêmes frais que... Comme par exemple aussi une information, par exemple l'Université d'Ottawa. À l'Université d'Ottawa, lorsque tu sors d'un pays francophone, tes frais de scolarité sont plus bas qu'une personne qui sort d'un pays anglophone. Deux étudiants francophones sont favorisés comme ça. La France a des ententes avec le Québec, mais certains pays aussi ont des ententes avec le Québec. Mais moi, je suis Camerounais, donc ça veut dire que moi, je paie plus cher au fait, comme les étudiants internationaux. Mais les réfugiés qui ont obtenu leur statut d'asile, leur statut de réfugié, payent comme les Québécois, en fait. Une fois qu'ils ont obtenu leur statut d'asile, tu viens de le dire. Leur statut de réfugié, justement, oui, justement. C'est pour cela qu'on demande qu'il faut réduire le temps des procès, des attentes pendant la procédure d'asile. Mais si tu veux fréquenter pendant ton processus, tu vas devoir payer plus cher. Mais lorsque tu as le statut de réfugié déjà, le statut de réfugié, il faut le préciser, tu payes comme les Québécois, en fait. Et puis, c'est une des choses qu'on fait chez Franco-Queer. Alors, souvent, quand je veux référer des clients, par exemple, pour de l'aide personnalisée en employabilité ou en entrepreneuriat, souvent, ils disent « Oh non, notre bailleur de fonds ne vous couvre pas parce que vous n'êtes pas encore accepté. » Alors, moi, je n'arrête pas de revendiquer, surtout pour la communauté LGBTQ, parce que leur demande va souvent être acceptée à cause du type de demande qu'ils font. Alors, j'ai réussi à faire un organisme, maintenant 2 organismes, changer leur politique pour servir les réfugiés acceptés, sachant que la majorité vont devenir acceptés. Alors, c'est vraiment, faut se battre avec un organisme à la fois, leur expliquer pourquoi ça ne fait pas de sens de les exclure, puisqu'ils sont ici, ils ont des permis de travail. Alors, il faut l'appui pour pouvoir naviguer le marché du travail. Alors, c'est vrai, il faut qu'on se batte pour avoir des services pour les demandeurs, mais aussi au niveau de l'éducation, tant que tu as ton numéro d'assurance sociale, tu peux faire des études continues ou d'alphabétisation dans les écoles secondaires pour adultes et autres, mais au niveau supérieur, c'est là que faut que tu paies de ta propre poche. Alors, il y a des petites avancées, mais ce n'est pas général, et puis c'est ça, il faut se battre. Oui, j'ai mon permis de travail ici devant moi. Comme condition,
La première condition dit interdiction de fréquenter un établissement d'enseignement ou de suivre un cours théorique ou professionnel à moins d'avoir une autorisation. OK. Ça veut dire que, au regard de la Convention de Genève ratifiée par le Canada, le gouvernement fédéral, au regard, ça veut dire que ça part même à l'encontre de la Convention de Genève 51, son pourquoi 67, il y a de un. Et de deux, je ne sais pas, est-ce que vous avez obtenu votre statut d'asile? Est-ce que vous êtes dans le processus au fait? Non, pas encore. Donc, OK. Donc, ça voudrait dire parce que vous êtes encore dans le processus de votre demande d'asile, parce que vous n'avez pas encore obtenu le statut de réfugié. Donc, c'est pour cela que je pense que vous avez droit au texte qu'ils vous disent là, en fait. Mais normalement, si je me dis que vous arrivez en un an, vous avez les résultats, le juge vous délivre ce que vous avez de droit, je pense que normalement, la loi change directement lorsque vous obtenez votre statut de réfugié, au fait. Lorsque vous obtenez votre statut de réfugié, cette loi-là change automatiquement. Je pense que cette loi-là, c'est dans le processus parce qu'on ne sait pas encore est-ce que le juge va vous accorder le statut de réfugié ou pas, au fait. C'est dans ce sens-là qu'il donne ça, en fait. C'est pour ça qu'il limite cela à ce moment-là pendant le processus. C'est pour cela qu'aussi il est important que il faut qu'on écrive au gouvernement fédéral. Les organismes doivent écrire au gouvernement fédéral pour les demander de réduire le temps d'attente des procès et des procédures d'asile, au fait. C'est ça le problème. Parce que ce qu'on t'a donné là, c'est pas parce que on attend encore la décision du juge, au fait. Mais dès que le juge va donner la décision, va au statut de réfugié, ça va changer automatiquement. Ça change automatiquement. OK. Et n'oubliez pas, il y a beaucoup... Vas-y. J'espère que c'est pas... Alain, vous n'attendez pas encore pour longtemps. Votre procès est imminent quand même. J'espère. Oh, j'espère pour cette année. OK, beaucoup de courage. Je sais que ce n'est pas facile, mais beaucoup de courage. Ça va bien aller. Le Canada, c'est un pays d'opportunité. Vous avez votre statut d'asile et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Comme étude, comme profession. Merci, merci. J'espère que tu t'es inscrit pour l'atelier du 10 avril, Alain, pour la préparation à l'audience virtuelle qu'on prépare chez Franco Queer. J'espère que tu vas bientôt. L'atelier du 10 avril, je vais aider Yannick à déménager. Je ne pense pas que je pourrais pas être là. On va l'enregistrer pour toi, tu vois? Oui, merci, ouais, c'est vraiment intéressant. Excellent, merci. D'autres commentaires, retours? J'aime beaucoup l'outil que tu as partagé ou la recommandation au niveau des frais de logement. Dans le monde parfait, tes frais de logement représentent un tiers de ton revenu mensuel. Alors, un tiers. À Toronto, c'est un peu difficile, mais ouais, pour avoir un budget équilibré, ça devrait représenter un tiers de ton revenu mensuel. Alors, ça, c'est la cible, mais parfois, il faut regarder à l'extérieur de Toronto. D'autres vécus, d'autres recommandations? Vous avez parfaitement raison parce que j'ai eu affaire à certaines personnes qui ont eu le statut d'asile et qui se débrouillent. Mais elle me dit, mais je travaille tous les jours. Je travaille tous les jours, je suis épuisé. Je n'arrive pas à garder de l'argent. Je regarde, je dis, mais ta maison prend tout ton salaire, au fait. C'est normal que tu te sentes mal, au fait. Ta maison couvre carrément tout ton salaire. Tu survis, tu ne peux pas vivre, au fait. Et c'est l'erreur qu'on fait, on ne dit pas ça aux gens. Il faut dire aux gens, il faut prendre un salaire qui va te permettre de payer même ta maison 2 fois. Ça te permet de respirer au moins. Et puis, c'est ça. Puis, on parle aussi de littératie financière. Alors, une fois qu'on commence à parler de l'argent et puis comment la sauver, comment la faire travailler pour soi, il y a plusieurs ateliers par nos partenaires communautaires et dans la communauté qui sont gratuits, indépendamment de votre statut. Vous pouvez vous informer gratuitement avec tous les organismes. Mike, je te donne la parole. Merci. En fait, c'est très court, mais c'est plus aller dans le sens du prix du loyer, etc. Et surtout que Toronto et Montréal sont complètement des villes très chères. Et que je trouve encore là, ça
amène encore plus d'obstacles dans le fait que, bon, peut-être que je me trompe, vous me corrigerez, mais que les audiences se passent vraiment aussi dans des grandes villes. Donc, à la fois, les personnes réfugiées qui sont en attente d'audience, etc., doivent quand même rester dans le secteur de Toronto, de Montréal, pour pouvoir être présents durant leur audience, donc de vivre dans les alentours, donc de payer plus cher et même même s'ils sont peut-être amenés peut-être à vivre ailleurs dans des régions où c'est un peu moins cher, mais ils sont alors obligés de se déplacer plus longtemps, c'est-à-dire faire un plus grand voyage pour pouvoir assister à leur audience ou même à rencontrer leurs avocats. Donc, c'est comme pas évident non plus dans ces situations-là, du fait que les villes sont quand même très chères et malgré tout, les audiences se passent dans ces villes chères. C'est pour cela que, Mike, merci, c'est pour cela que dans la dernière capsule, je parlais d'une étude comparative avec la ville de Berlin, la ville de Hambourg en Allemagne, où, par exemple, lorsque des réfugiés arrivent, on a construit on a rénové des maisons abandonnées, mais on l'a reconstruit, rénové pour mettre des appartements spécialement pour les demandeurs d'asile LGBTQ. Ça permet en sorte que pendant ton attente, là où tu vis, tu es dans une safe place, au fait. Tu vis dans un endroit où tu es en sécurité, tu es LGBT, tu n'as pas de problème, au fait. Parce qu'on avait constaté que beaucoup de personnes LGBT avaient des problèmes. 70% de ce qui causait des problèmes de santé mentale chez les personnes LGBT, c'est l'endroit, le logement, l'hébergement, là où ils vivaient. Tu ne peux pas vivre dans un endroit où des personnes sont hétérosexuelles, homophobes, tu ne connais pas leur parcours, tu ne connais pas. Ça veut dire que tu auras peur, tu vas encore te mettre dans le placard. Et par contre, le fait d'avoir développé ces centres-là, ces logements sociaux, la ville de Berlin, Hambourg aujourd'hui, les autres villes ont emboîté le pas, a permis aux personnes LGBT de vivre dans un endroit sécuritaire et d'être plus épanouies. Ça fait en sorte que lorsqu'elles arrivent lors des procès, elles sont plus épanouies. Donc, c'est pour dire, pour te soutenir dans ce que tu disais, Mike, vraiment, l'affaire de logement, ça veut dire que ça fait partie de l'intégration, ça fait partie si la ville de Toronto décide d'accueillir les gens, les immigrants, il faut vraiment aller jusqu'au bout, au fait. Il ne faut pas accueillir les immigrants de manière, OK, on vous donne un peu ça, mais le reste, vous vous débrouillez, au fait. Il faut vraiment aider les gens, que les gens se sentent que vraiment, on nous aime, on veut nous intégrer dans ce pays, au fait. Mais si on n'intègre pas les gens, c'est là que la paupérisation, c'est là que les clivages au sein de la société, on aura plus de pauvres, plus une classe pauvre, plus une classe ouvrière par rapport, et il y aura un grand écart entre les millionnaires et cette classe pauvre-là, en fait. Et pourtant, le but de l'État, du gouvernement canadien, c'est de réduire ces clivages-là, de réduire la pauvreté et de réduire ce mal-être social, au fait. Ouais. Je sais que la ville de Toronto, ce n'était pas un espace officiellement LGBTQ, mais ils viennent d'ouvrir je pense, une centaine de logements comme en forme de comme géant cube avec des services de soutien en employabilité, en santé mentale et autres. C'est des petits bachelors, là, tout petits, mais pour les mondes en transition, pour essayer de vider un peu les logements temporaires. Mais c'est pas encore, je ne sais pas s'ils sont encore sensibilisés aux réalités LGBTQ, mais on continue à se battre et on revendique beaucoup de forums et de réunions pour voir les besoins des nouveaux arrivants. Et on commence vraiment à reconnaître le pouvoir et le savoir-faire des immigrants et puis l'entrepreneuriat. Alors, il y a plein de programmes de mentorat qui sortent indépendamment du statut pour le mentorat. Et puis, Franco Queer en bénéficie pour faire la promotion auprès de nos membres sur l'entrepreneuriat ou les formations d'employabilité aussi. Alors, ça existe et puis on continue à se battre pour en avoir de plus en plus. Alors, n'hésitez pas de venir me voir. J'ai plein de ressources à vous partager. Bon, je pense qu'on est débordé. Je pense qu'on a débordé un peu notre temps, mais si les gens ont besoin de questions, il y a mon numéro, d'accueil, il y a le questionnaire en fait aussi. Mélika va parler du questionnaire. Oui, Nicolas, pourrais-tu remettre le diaporama pour parler de nos prochaines activités, s'il vous plaît? C'est le fun d'avoir du visuel. Ah, merci. OK, alors encore un grand merci à Laurent Francis pour son
pour cette intervention. J'aimerais aussi remercier nos bailleurs de fonds pour ce projet, la Ville de Toronto, le ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario. Tu vois, l'Ontario, le fédéral, commence à penser à nous. Il commence à nous entendre de plus en plus. N'oubliez pas de vous inscrire à nos prochaines activités telles que l'atelier trans, non-binaire et identité de genre non conforme le 31 mars à 14 heures, ainsi que la capsule numéro 4 avec Laurent Francis, être garant de sa santé physique et mentale en tant que membre de la communauté noire LGBTQIA+. On vous encourage aussi à partager votre opinion sur cette activité en répondant à l'évaluation postée dans le chat et qu'on vous enverra par courriel. Mais je vous invite aussi à venir suivre surtout la conférence du 31 mars avec le parcours migratoire d'une personne trans. C'est vraiment important tel que je vois que c'est libellé, c'est vraiment important le partage d'expérience aussi, voir comment les personnes ont pu, par quels moyens, par quel chemin les personnes sont passées pour arriver là où elles sont aujourd'hui. C'est à 14 heures avec Alicia. Ta consoeur Alicia, c'est ça? Ah ben oui. Excellent. Merci énormément à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. J'espère qu'il y a eu des brindilles d'outils et puis j'espère que votre chemin s'améliore. Et puis sinon, n'oubliez pas, je suis là. Je travaille dans un établissement, je suis là pour vous appuyer. Comme on est virtuel, je peux répandre, agrandir mon territoire. Alors, jusqu'au fin de l'Ontario, pour ceux et celles au Québec, je peux toujours vous référer vers d'autres organismes au Québec. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. C'est un plaisir. Merci. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Bonne soirée.